Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'humanitaire. Comment ça fonctionne quand un pays est face à un drame comme celui que nous venons de traverser, dont les blessures sont toujours ouvertes? C'est quoi l'humanitaire au juste? Et à quel moment nous devons parler d'ingérence humanitaire? Quelle est la différence entre ONG humanitaire et l'humanitaire d'État d'un gouvernement? Beaucoup de choses ont été dites ces derniers jours. Des polémiques sont nées alors que nous étions encore sous le choc. Jean-François Curti, le vice-président de Médecins du Monde, a publié son analyse dans une tribune sur un média français dans lequel il y affirme que le Maroc est tout à fait capable de gérer une crise sanitaire d'ampleur sur son territoire sans que l'Occident ait son mot à dire. Et il va même plus loin en écrivant « Après le séisme au Maroc, rupture avec le paternalisme humanitaire ». Il est chercheur associé à l'IRIS, spécialisé sur les questions d'action humanitaire, engagé dans ce secteur depuis plus de 15 ans. Il a écrit de nombreux ouvrages, publié et intervient régulièrement dans des médias. C'est le vice-président de Médecins du Monde, Jean-François Curti, est mon invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation parce qu'au milieu de toutes les informations qui nous sont parvenues, il est difficile quelquefois d'y voir clair. Vous avez suivi, comme nous ici, ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit. Pas facile entre les nombreuses fakes et encore moins attendu les polémiques. Vous avez tenu à dire et peut-être même corriger ce qui se disait sur certaines chaînes Tout Info, que le Maroc était parfaitement capable de gérer une crise sanitaire de grande ampleur. Écoutez, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'il puisse y avoir une polémique sur la question diplomatique de relations entre la France et le Maroc à partir du moment où le Maroc avait décidé de ne pas forcément accepter l'aide de l'État français, alors que de mon point de vue, ce qui se posait comme urgence, c'était de savoir si l'aide apportée aux citoyens marocains, après le tremblement de terre entre Tafraout et Marrakech, et s'il y avait si les réponses étaient proportionnées, si l'aide arrivait, bref, si les besoins étaient couverts. Donc pour moi, l'enjeu c'était essentiellement ça, et pas de savoir si tel État ou tel État était dans de bonnes relations avec le Maroc. Donc ce qu'on a pu suivre rapidement, c'est qu'effectivement il y a eu une réponse proportionnée sur la première phase de l'urgence de la part des autorités marocaines. Sur la première phase de l'urgence, qui sont les 24-48 heures, ça peut aller jusqu'à 4-5 jours, où là, il faut déblayer les blessés, sortir les malades qui ont besoin de prendre prise en charge, notamment chirurgicale, qui ont besoin de dialyse parfois lorsque les membres ont été comprimés. Et là, c'est vrai que sur les informations de terrain que nous avions, sur un tremblement de terre qui s'étend sur une vaste étendue, sur le Haut-Atlas notamment. D'ailleurs, j'ai dit Tafraout, mais c'est Taroudant, entre Taroudant et Marrakech. On a vu la sécurité civile, l'armée, et puis les citoyens marocains se mobiliser pour répondre à cette première phase d'urgence. Alors, l'étendue est importante sur le territoire montagneux, c'est difficile d'accès, il y a eu beaucoup de morts, mais je pense que rapidement les autorités marocaines ont pu savoir et calibrer le nombre de secouristes dont ils avaient besoin. Et dans ces conditions, ils n'ont pas fait un appel à l'aide internationale comme on peut le voir dans ces catastrophes naturelles. Ils ont ciblé les partenaires potentiels, notamment l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar, les Émirats arabes unis, voilà, en disant on aura besoin d'une aide extérieure parce que c'est quand même important, mais on va faire le choix de nos partenariats. Voilà, ce qui est tout à fait légitime de la part d'un État souverain qui a la capacité de pouvoir gérer une crise et de faire le choix de ses alliances stratégiques. Donc, on a bien été dans une situation où effectivement le Maroc a fait le choix de ses alliances diplomatiques et dans le même temps, dans ce genre de situation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est sur les 24-48 premières heures, c'est d'abord les acteurs locaux, les voisins, les familles, les institutions locales qui apportent la première aide qui est la plus adaptée, qui va sauver des vies. Et l'aide internationale, qu'elle soit interétatique ou de la part d'ONG internationales, les organisations non gouvernementales, elle arrive souvent un peu en décalé, elle est utile,
Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'aide peut tuer l'aide. C'est-à-dire que dans certains contextes, et j'étais coordinateur humanitaire à BAM sur le tremblement de terre en Iran en 2003, j'étais aussi au Pakistan en 2005, lorsqu'il y a parfois trop d'aide qui arrive sur une sollicitation internationale notamment, voire nationale, eh bien ça peut être un problème supplémentaire pour les autorités d'avoir à gérer déjà un chaos sur le terrain et en plus de devoir gérer une sollicitation de l'aide qui peut venir perturber les opérations en cours. Donc, les gérer, les accompagner, quand quelquefois ils ne connaissent pas voilà, spécialement les zones sinistrées et les difficultés en fait géographiques. absolument, il y a un défi logistique qui se pose, de pouvoir stocker toute l'aide logistique qui arrive, la nourriture, l'eau, les médicaments, loger des équipes. Parfois, il y a des questions de sécurité dans certaines zones de guerre. Je pense dernièrement aux inondations en Libye. Bref, il y a tout un tas de faisceaux qui font que trop d'aide, trop d'acteurs de l'aide sur un contexte peut devenir problématique pour un État qui veut gérer la situation sur le terrain. En revanche, si effectivement le Maroc a fait le choix de certaines alliances entre les États, entre des partenaires étatiques, elle a laissé la porte ouverte à des ONG locales, voire internationales, pour faire des explorations et venir voir dans quelle mesure elles pouvaient être utiles à un dispositif qui était déjà en place. Donc, il faut et elles vraiment ont travaillé ensemble, ces ONG, voilà. auprès des autorités marocaines de la protection civile. Voilà, donc on va sûrement l'aborder dans la suite de vos questions, mais il faut distinguer dans la géopolitique de l'aide la nature des acteurs qui interviennent et dissocier l'aide légitime d'États qui interviennent dans le cadre de coopération interétatique notamment, et de l'aide apportée par des organisations non gouvernementales, qu'elles soient locales ou qu'elles soient internationales, qui sont censées défendre des principes d'impartialité, de neutralité, qui sont en théorie indépendants des pouvoirs politiques et qui sont censés pouvoir travailler avec des acteurs locaux, indépendamment, je dirais, des tensions diplomatiques qui peuvent exister entre les États de la sphère internationale. On va mettre un petit peu le point, et c'est là que c'est important aussi pour nos auditeurs de bien comprendre la différence entre les deux. Les ONG, on connaît, les associations, les secouristes, mais cette notion interétatique. D'ailleurs, vous écrivez la susceptibilité de ne pas faire appel à la France témoigne moins d'une réalité diplomatique que de la difficulté à départir d'une vision néocoloniale. Alors, on sait que l'humanitaire a pu être instrumentalisé du point de vue politique, symbolique, opérationnel, et que la notion d'ingérence telle qu'elle peut se poser est problématique. Dans des grosses catastrophes, on voit encore sur la Libye récemment avec les inondations, il y a de l'aide internationale qui est arrivée sous forme d'aide interétatique ou des ONG, et c'est vrai que c'est souvent dans des États qui n'ont pas la capacité de répondre à tous les besoins et qui sont en difficulté du fait d'une grande pauvreté liée à des conflits qui perdurent. Et donc, il y a une tolérance sur une aide massive internationale où l'État est submergé et en difficulté pour coordonner ces opérations. Ce qui est vrai, c'est que cette notion d'ingérence humanitaire, elle fait polémique. Pourquoi ? Parce que on sait que il y a eu une instrumentalisation de la question humanitaire par les États pour cautionner et pour donner une dimension morale à des guerres justes. Je pense à des guerres notamment en Irak, ou des guerres, des interventions à Mogadiscio en Somalie, où les Occidentaux, sous couvert d'une volonté de défendre les droits de l'homme, et sous forme d'une certaine idéologie qu'on évoque sous forme de droit de l'hommisme, opèrent des opérations ou déclenchent des guerres dites justes au prétexte qu'elles seraient à vocation de protéger les individus et les fondamentaux des droits de l'homme, mais au final, on voit bien que cette ingérence finalement humanitaire, ces guerres d'occupation au prétexte d'intervenir pour défendre des principes humanitaires, en fait, répond à d'autres enjeux politiques, économiques ou autres. Et donc, il y a une polémique autour de comment l'argument humanitaire réapproprié par des États
peuvent justifier des guerres dites justes et donc cautionner une forme d'ingérence humanitaire, c'est-à-dire rentrer dans les États pour venir expliquer aux acteurs locaux en place que en fait ils font pas bien les choses. Et donc voilà, il faut dans ces conditions bien dissocier ce qui relève d'une action, d'une aide interétatique, où là, ça se fait en général dans le cadre de partenariat ou alors sous forme d'ingérence telle qu'on l'a évoqué, d'aide apportée par des organisations humanitaires, encore une fois, qui défendent des principes d'indépendance, d'impartialité, qui sont censés ne pas répondre à des agendas politiques d'État, mais qui répondent simplement à leur mission sociale, qui est d'apporter une assistance dans un contexte donné. Et donc, voilà, les acteurs humanitaires doivent aussi avoir en tête qu'ils peuvent être porteurs de modèles issus de leur propre société, d'un rapport au travail, d'un rapport à la maladie, si on parle d'organisation médicale, et que donc ils peuvent véhiculer des modèles qui ne sont pas ceux des pays dans lesquels ils interviennent. D'où l'idée d'une précaution à ne pas véhiculer, ne pas être des acteurs néocolonialistes malgré eux. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion que les humanitaires aussi, les ONG doivent avoir, et elles l'ont, en intervenant sur des terrains à l'international, en disant attention, ne soyons pas des acteurs néocoloniaux. Et pour ça, ce qui est important, c'est d'avoir des partenariats avec des acteurs locaux, des associations locales. Et je pense au cas du Maroc, où il y a beaucoup d'organisations locales, une société civile qui est très développée, qui est en quête d'intervention dans sa propre société. Et voilà, et Médecins du Monde, par exemple, a réfléchi à intervenir en soutenant des associations locales parce qu'on estime qu'on n'a pas à se substituer à des dynamiques locales. On doit faire des partenariats où on s'y retrouve sur le plan des valeurs, sur le plan des principes, et où on aide ces associations à se renforcer dans leur capacité d'agir. C'est comme ça, il me semble, que dans certains contextes où les sociétés civiles sont en place, on peut être utile sans forcément avoir des attitudes néocoloniales. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans Faites entrer l'invité, nous évoquons le sujet de l'humanitaire et en particulier de l'ingérence humanitaire avec Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde. Allons plus loin sur cette réflexion parce qu'elle est des plus pertinentes et elle est importante en fait de mettre les mots dessus. C'est vrai que le Maroc, et vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'il y a eu des moyens colossaux qui ont été mobilisés, que ce soit au niveau terrestre, que ce soit aérien. Il y a une certaine expertise quand même marocaine. On a vécu le tremblement de terre de l'Hoceima. On a géré la crise du Covid où tout le monde nous citait un petit peu en exemple. Et maintenant, un État souverain, le Maroc, a fait donc le choix de ses partenaires et d'autres ont tenté le forcing. Est-ce que c'est à ce moment-là que nous parlons de tentatives d'ingérence humanitaire? D'ailleurs, vous dites vous-même que le Royaume a rompu avec le paternalisme humanitaire. Écoutez, sur les questions diplomatiques, je ne rentrerai pas dans le détail. Je dis simplement que dans le cas du contexte marocain où le tremblement de terre est conséquent, où il est dramatique, vous l'avez rappelé, mais on n'est pas dans les volumes de mortalité comme en Turquie, où il y a eu 50 000 morts ou près de 280 000 morts en Haïti. Ce qui s'est passé en Haïti, oui. Voilà, on est quand même sur des chiffres qui sont dramatiques, mais où on voit qu'un État comme le Maroc, qui est la 5e puissance économique d'Afrique, a des moyens. Et en même temps, n'importe quel État, même le plus riche du monde, sous l'effet d'une catastrophe, ne pourra pas forcément tout gérer. Et donc, l'aide internationale est toujours la bienvenue. Et la question, c'est, dans le contexte du Maroc, c'est la polémique qui a eu lieu autour du fait que, au fond, certains acteurs étatiques pouvaient être mis de côté par rapport à d'autres, comme si, entre guillemets, l'œil de l'Occident était forcément nécessaire sur n'importe quel endroit du globe. Et donc, dans ces conditions, dans la mesure où, sur la première phase d'urgence, encore une fois, les équipes marocaines étaient en place, ils ont fait le choix de partenaires internationaux parce que c'était nécessaire pour pouvoir bien calibrer la réponse, notamment médicale des premières phases. Voilà, il y a eu un choix fait, assumé d'un État
souverain, qu'on le veuille ou non. En tout cas, selon l'expertise de la prise en charge d'urgence, ces choses ont été bien faites. Après, ça ne veut pas dire que dans les autres phases de l'aide, c'est-à-dire maintenant, dans les mois qui viennent, on sait que souvent ça prend du temps de reloger des gens. On l'a vu en Turquie, bien évidemment. en Syrie, D'ailleurs, il y a toute une feuille de route que je vais rappeler, si vous le permettez, voilà. à nos auditeurs, et de ce que l'on a vécu et relayé sur notre antenne, la prise en charge des enfants, les caravanes médicales qui sillonnent toutes les régions sinistrées, avec plus de 90 médecins des secteurs publics et privés, infirmiers, cadres de la santé, mais aussi, bien sûr, nous l'avons rappelé, le gigantesque programme de reconstruction doté d'un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams. Un programme sur une période de 5 ans au profit de plusieurs régions, on vous les rappelle, Marrakech, El Haus, Taroudan, Chichaoua, Azilal et Ouarzazate, ciblant plus de 4 millions de personnes. Bien évidemment, on le sait, ça va demander énormément de temps. Sa Majesté le Roi a dressé une feuille de route des plus claires avec les priorités. J'en reviens, s'il vous plaît, sur ce volet humanitaire. Est-ce que vous avez connu d'autres genres de situations dans d'autres pays, comme ce que nous venons de vivre, ou justement de dire, de limiter l'aide internationale pour que ce ne soit pas un chaos dans le chaos, comme vous l'avez expliqué? En fait, il y a plusieurs controverses qui peuvent intervenir dans ce genre de catastrophe naturelle. Cette controverse étonnante qu'on vient de vivre, effectivement, au travers des choix des partenaires interétatiques, le Maroc a mis en tension certains acteurs de la sphère internationale, mais en général, les controverses sur ces catastrophes naturelles, elles se font autour du retard à l'allumage sur l'aide, du risque de détournement de l'aide. On l'a vu en Turquie, on l'a vu en Iran, en Turquie, on l'a vu dans une période préélectorale où, évidemment, il est de bon ton de pouvoir utiliser les enjeux de l'aide pour déstabiliser la sphère politique intérieure. Donc effectivement, de fait, une catastrophe naturelle comme ça est politique. Elle peut atténuer, mettre en difficulté les acteurs politiques au pouvoir, elle peut accentuer des tensions entre les États, mais elle peut aussi révéler de manière assez incroyable des alliances d'humanité, je dirais, sur un moment tendu où les Américains sont intervenus à Bam en Iran alors que la tension était très forte entre ces deux pays. On voit des alliances qui sont inattendues. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, mais une catastrophe naturelle est vraiment un moment où tout est possible dans le champ des relations internationales. Mais vous, Jean-François Cortier, excusez-moi, je vous interromps. C'est quand vous avez suivi tout ça en tant qu'humanitaire, voilà, vous êtes sur le terrain, vous sauvez des vies. Ça vous a énervé, ça vous a mis en colère? Ça m'a énervé parce que j'estime qu'on ne doit pas, au travers de l'humanitaire, véhiculer de fausses représentations. Comme je le disais, sur les catastrophes naturelles, c'est les habitants eux-mêmes, les voisins qui sauvent des vies, et c'est pas la figure héroïque fantasmatique d'une aide venue de très loin et en héros. Voilà, j'essaye de remettre en question les figures héroïques fantasmées et souvent dans des contextes où se posent des enjeux, néocoloniaux potentiels. Et dans le champ humanitaire, il y a encore ces représentations à casser. Ça ne veut pas dire que l'aide humanitaire est inutile. Au contraire, et je suis vice-président d'une association Médecins du Monde, et donc je pense que nos actions sont encore légitimes, mais on doit être au plus près des volontés des personnes concernées, les aider dans leur capacité de se restituer dans leur choix, dès lors qu'ils vivent un moment de rupture, soit une catastrophe naturelle, où ils sont Vous en débattez justement au sein des ONG, oui, que ce soit au niveau international, justement pour bien délimiter tout ça, association. J'imagine que vous faites des rencontres au niveau international pour évoquer ce point de vue-là. Absolument, il y a des débats au sein même des associations, entre les associations, pour défendre un espace humanitaire indépendant et justement dissocier ce qui relève de l'aide interétatique de ce qui relève de l'aide des acteurs humanitaires, notamment des ONG, bien mentionner la différence, limiter les confusions des genres qui peut exister entre le militaro-humanitaire et l'humanitaire, et donc une certaine réappropriation par les États de l'humanitaire. C'est important pour les ONG de redire leurs principes, notamment d'indépendance, et de le réaffirmer aussi dans des modes opératoires où lorsqu'on intervient sur le terrain, eh bien, on s'appuie sur des acteurs de société civile
qui ont besoin d'aide, mais qui savent aussi définir quels sont leurs besoins et comment ils veulent penser leur avenir. Voilà, donc sur le Maroc, sur les premières phases de l'urgence, il y a des choix qui ont été faits, que ce soit dans le mode d'intervention, que ce soit dans les partenariats interétatiques, avec une ouverture sur les ONG internationales qui pouvaient venir si c'était nécessaire. Sur les prochaines phases de la prise en charge au niveau du Maroc, mais c'est dans n'importe quel pays la même chose, on sait qu'il va falloir suivre le développement de l'aide, que ça peut prendre du temps, que voilà, il y a des inégalités qui peuvent être importantes et qu'il va falloir réguler. Et ça, c'est dans n'importe quel pays la même problématique à suivre. Une dernière question, s'il vous plaît. Quelle leçon, vous, encore une fois, en tant qu'humanitaire, vous tirez de tout cela? Et est-ce que vous diriez que le Maroc vient de changer la donne? Je dirais qu'on s'inscrit dans une continuité où l'aide, en tout cas la géopolitique de l'aide, elle doit prendre en considération le fait que le Sud global, qui revendique de manière légitime une place au même niveau que n'importe quel autre continent et pays dans le champ de la sphère internationale, et que à travers la géopolitique de l'aide, ce qui se joue aussi, c'est davantage d'égalité entre les nations à l'échelle internationale, et que dans ces conditions, je pense que la solidarité, elle est encore importante entre les pays, entre les États, il faut qu'elle s'exprime, que les ONG ont à jouer leur rôle dans l'action humanitaire parce qu'elle est encore nécessaire dans des zones de guerre, dans des zones de catastrophes naturelles, dans des conflits et des zones où la crise environnementale est importante, que cette aide humanitaire, elle est légitime et qu'il faut qu'on continue à réaffirmer qu'il y a un espace humanitaire indépendant qui ne dépend pas des États et où les acteurs peuvent apporter une aide à des sociétés civiles indépendamment d'agenda politique, simplement sur cette idée d'indépendance et de solidarité. Voilà, donc il faut continuer à baliser ces espaces d'intervention pour qu'on ait une aide qui soit adaptée et qui soit en respect des sociétés qui, à un moment donné, à un temps donné, ont besoin d'une aide internationale. Voilà. Et respecter cela et être en rupture avec des approches néocoloniales. Merci. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRI, spécialisé sur les questions d'action humanitaire, que vous êtes engagé dans ce secteur depuis plus de 15 ans, que vous avez publié de nombreux ouvrages. D'ailleurs, le dernier, c'était sur quel sujet ? C'était un roman graphique qui s'appelle « Profession solidaire ». Chronique de l'accueil autour des enjeux de la crise migratoire, notamment en Europe. Et un prochain à venir ? Probablement, mais je garde le secret pour l'instant. Ça vous fait un sujet, hein ? Ça vous fait un sujet, je vous assure. Merci Absolument. encore, Jean-François Curti. À très bientôt. Au revoir, merci. Vivre avec vous.